Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants, tout ça sur Westrack Radio. En cette matinée, je suis en compagnie de Maxime parce que Henri nous a lâchement lâché. Non, il est souffrant, il est pas bien, crise de foie, je sais pas. Coup de froid, non, c'est un coup de froid. On va le charrier un petit peu quand même. Mais bon, voilà. Et Henri avait participé quand même à la préparation de cette émission. Et on s'était dit que nous allions vous parler des bistrots. Alors, on va peut-être définir d'abord ce qu'est un bistrot. Un bistrot, c'est un comptoir à zinc, une machine à café, tireuse à bière, des tables en bois ou en fer, avec une petite nappe à carreaux ou ce truc en papier, là, crépon, qu'on pose généralement. Un set de table avec des jeux aussi dessus. Ouais, set de table avec des jeux, voilà, le 421 qui traîne pas très loin. C'est surtout une ambiance et des horaires particuliers. Généralement, on peut manger au bistrot le midi, rarement le soir. C'est ouvert tôt le matin pour les gens qui viennent prendre leur petit café avant d'attaquer la journée. Donc on y prend son petit déjeuner, un petit croissant, un jus d'orange. L'après-midi, la matinée, ça s'enchaîne sur les demi, les pouces café, jusqu'à ce qu'on arrive à midi. À midi, généralement, on passe à table pour les gens qui travaillent. Donc, c'est une cuisine simple, traditionnelle, généralement. On y retrouve tous les grands classiques de la cuisine française. Et l'après-midi, ça continue comme un café, un troquet, voilà quoi. Après, on peut faire une bagarre sur l'origine du mot bistrot, j'en ai deux. Il y a la version russe qui viendrait en 1890, par là, où ça serait les Russes qui, à chaque fois, ils disaient bistrot en rentrant, ce qui voulait dire « servez-moi vite ». Et où la première, qui est celle que je préfère, qui viendrait du Poids-de-Vin, et c'était les marchands de vin. D'accord. Les bistrots, mais ça s'écrivait B-I-S-T-R-A-U-D. Et ça a dû être... raccourci, enfin voilà. Le bistrot, l'origine du bistrot. Et qu'est-ce qu'on mange dans les bistrots Plein de bonnes choses, généralement. Plein de bonnes choses. On va faire un petit tour des grands classiques. Les harengs pommes à huile. Alors, on peut mal l'huile, effectivement. Voilà, l'assiette anglaise, la petite assiette de charcuterie, le grand classique, avec le petit beurrier enveloppé dans son papier aluminium. grand classique. Les cornichons. Ah ouais, les cornichons, le poulet frites, l'omelette, les œufs durs mayo. Les œufs durs mayonnaise, c'est un incontournable du bistrot. Quand on retrouve pas les œufs durs sur le comptoir, carrément... Comme à la belle époque, qu'on pouvait écaler directement. Écaler sur le comptoir. Je crois que malheureusement, aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins. C'est fini, maintenant c'est un cuit, donc faut que ça soit au frais et tout. C'est ça. Œuf dur mayonnaise. Un petit clin d'œil à l'ASSOM, l'association de sauvegarde de l'œuf dur mayonnaise. Tu connais, là, Maxime ? Je connais bien. Ouais. Ah, tu connais bien ? Tu les as pratiqués ? Et je suis le palmarès chaque année. Ah, toi aussi. Voilà. J'en ai fait partie, j'ai ma carte. Ah, c'est bon ça. Donc, qui organise les championnats du monde d'œuf mayonnaise. D'œuf dur mayo. Et il y a de plus en plus de participants. Chaque année. Mais on est membre depuis peu chez Lily, donc aussi. Ça y est, vous faites partie de l'ASSOM. Ça me fait plaisir, tiens. Je viendrai goûter vos œufs. Et tu connais leur devise, mais leur devise, voilà, merci, oui, c'est le mot que je cherchais. Oui, je sais, c'est plus le temps passe, plus les... Le temps passe, mais les œufs durs. Mais les œufs durs, oui, voilà. Alors c'est une blague de Daniel Prévost qu'ils ont récupéré, ça, je ne savais pas. Il est président d'honneur, Daniel Prévost, de l'ASSOM. Ah ouais, alors si vous voulez, il y a même la montre avec le chronomètre de 8 minutes... pour faire des œufs mollets, des œufs pochés ou des œufs durs. Voilà. C'est une montre d'orfèvre, je précise. J'ai pas pu me permettre de... Enfin voilà, pardon pour cet aparté. Sinon, dans les grands classiques des bistrots, il y a aussi la partie sucrée. Ah ouais, alors, le poulet frites. Poulet frites, voilà. Tous les mijotés. Les blanquettes, les bourguignons, pot-au-feu, le bœuf carotte, marengo, tout ce qui sonne classique français. Voilà, pourquoi ? Parce que le chef, souvent c'était le patron du bar, et donc généralement ça mijote à côté, et voilà, il avait juste à servir l'assiette, c'est déjà prêt. Enfin voilà, c'était pour des questions de facilité, les mijoter. Les entrées, pareil, simple, parce que c'est déjà prêt, c'est posé dans l'échelle, dans le frigo, et il y a juste à prendre l'assiette. Voilà, fallait que ça aille vite. Donc c'est une cuisine simple mais authentique, et ça j'apprécie beaucoup. Il y a une particularité, les œufs durs chez Lily, ou
Alors chez Lily, moi, effectivement, on a souvent des mayonnaises à la carte, où je change la mayonnaise très souvent. Donc, tu fais des variantes de mayo. Voilà, je fais des variantes de mayo. Ça peut m'arriver de servir le classique avec une mayo que tout le monde connaît, mais ça peut être une mayo aux herbes, une mayo au piment, ou à une épice particulière. Donc on essaie de faire tourner un petit peu. La semaine dernière, on a eu des œufs mayo au paprika fumé, par exemple. C'est pas mal ça. Ouais. Voilà. Alors moi, j'ai réussi les variantes sur l'œuf, tu vois. Ah bah il y a ça aussi. J'étais plus perfide, j'étais jusqu'à percer l'œuf cru, faire des injections avant cuisson, enfin ouais. Ah ouais, ça va. Ouais, j'étais malade. Le confinement m'aidait, j'avais du temps à passer justement à ce genre de bêtises. Non, c'était pas des bêtises, j'ai eu de très bons résultats. Non, un truc vraiment sympa à faire. Tester, approuver si on veut jouer que sur l'œuf, sur un œuf dur mayonnaise, c'est j'ai fait fumer les œufs durs cuits et c'est génial. C'est une bonne idée. Ça fait une petite couleur jaunâtre et le goût de fumée sur l'œuf dur, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Parce qu'il faut savoir effectivement que la coquille d'œuf c'est très poreux, donc ça laisse passer le goût. Donc on peut aussi aromatiser l'eau de cuisson des œufs d'ailleurs, c'est un autre petit truc. Ouais, un petit bout de betterave rouge aussi pour avoir des œufs un peu violets ou du thé noir aussi. Pour la couleur avec le thé, bien sûr, ouais, ça marche. Version asiatique, on va dire. Des œufs dragons, j'appelais ça les œufs dragons, c'est assez rigolo. Alors, il y a un autre débat sur l'œuf dur. Moi, j'aime bien quand il est pas tout à fait dur. Je sais pas si toi, tu es comme ça, Michel. Voilà, c'est pour ça que je suis au chrono. Moi, c'est vraiment moi, c'est 8,40. Voilà. Ouais, voilà, le 8,40 de la Somme. C'est 8 minutes 40. Faut pas que le jaune soit complètement ferme. C'est ça. Pas farineux. Et on met dans une glaçante directement pour stopper la cuisson. Mais une glaçante vraiment avec une eau glacée. Enfin, comme son nom l'indique. Mais faut que ça givre à l'extérieur. Voilà, pas juste de l'eau du robinet bien froide, vraiment de la glace, quoi. Et voilà, et en plus ça s'écale plus facilement généralement en faisant cette technique là. Enfin voilà, les agros du l'œuf dur, ça va faire plaisir. On peut faire une émission œuf mayo, moi il y a pas de problème. Pas de souci. C'est quoi, on relève le défi, ce sera peut-être la prochaine fois, autour des œufs. On va autour des œufs. C'est magique les œufs. Les œufs faire du salé, du sucré. Allez. Donc voilà, les bistrots, cette ambiance. Des fois un peu balmusette aussi, le jukebox, la petite le voisin qui sort l'accordéon, enfin voilà. Chez Lily, vous avez les pêcheurs le matin, ouais. Ouais, nous c'est l'ambiance bistrot, elle se retrouve effectivement le matin, oui, avec les pêcheurs qui vendent au marché aux poissons. Donc voilà, on a les deux ambiances, quoi. Vous pouvez aller chercher votre poisson et puis aller boire un café avec les pêcheurs qui font une pause. Vers 8h, 9h du matin, ouais, il y a une ambiance. Exactement ça, c'est une ambiance. Moi j'adore. J'ai amené des touristes, moi ça s'appelait le Bon Coin avant. Avant, effectivement. Ouais. Et j'avais amené mes amis québécois là, le matin à 7h. Ouais, ils étaient un peu bluffés là. Ils ont dit, c'est quoi? Ils boivent du kir le matin. Je fais, mais ils bossent, ils travaillent. Alors là, il y a deux écoles. On peut rester au café, mais effectivement, oui, il y a aussi ce côté-là. On n'a qu'à attaquer au blanc, tôt le matin. Enfin voilà, c'était pour vous parler un peu d'ambiance. Et justement, on va appeler un ami. C'est le Franck Vallée, le propriétaire du funiculaire. Alors bonjour, nous sommes avec Franck Vallée. Bonjour Franck. Bonjour. Donc tu es l'heureux propriétaire du funiculaire au Havre, près de Coty. Oui, tout à fait. 80 rue Maréchal Gallieni. Le funiculaire que j'ai repris maintenant il y a 8 ans. Voilà. Et dans lequel je suis heureux d'œuvrer et d'essayer de faire de la cuisine qui plaît à tout le monde. Une cuisine brasserie que j'aime faire, quoi. Il y a des jolis menus, ils sont généralement renouvelés, c'est toutes les semaines, je crois. Oui, on change, en fin de compte, on laisse la viande, on laisse l'onglet tout le temps parce qu'il y a beaucoup d'amateurs d'onglet. Et on fait tourner les plats, tout comme les entrées et les desserts, 3-4 fois par semaine. Alors, on a de la chance parce qu'il y a Maxime avec nous qui a mangé lundi midi. Qu'est-ce que tu as mangé, Maxime? Alors déjà, je vais commencer par dire que j'ai très bien mangé. Et j'ai pris entrée plat, des couteaux en entrée et le filet mignon en plat. Ouais, c'est bien. Et c'était très bon. Comme quoi. Je t'en remercie. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Non, sincèrement. Merci, c'est parfait. Non, mais c'est vrai que voilà, je pense que tu as une adresse un peu. Alors, certains diraient refuge, mais en tout cas valeur sûre, quoi. On sait ce qu'on vient trouver chez toi, une bonne ambiance, de la bonne nourriture. C'est tout ce qu'on veut, je pense, notamment le midi, quoi. Alors, Oui, c'est vrai que
Oh, c'est moi. On va expliquer un petit peu, c'est quoi le funiculaire? C'est vraiment un bistrot? Tu ouvres à quelle heure le matin? Oui, alors effectivement, c'est un bistrot brasserie. Alors le matin, on descend à 6h30 pour sortir à la terrasse. À 7h moins le quart, 7h, tout est prêt pour servir les cafés, les petits déjeuners jusqu'à midi. À midi, on aura déjà installé à partir d'11h30 la salle pour déjeuner. Puis après, selon les réservations et la clientèle que nous installons tous les midis, on va œuvrer à les servir et essayer de leur faire plaisir. Voilà. Et l'après-midi, tu repasses en mode café, c'est ça? L'après-midi, oui, je repasse en mode café, limonade, salon de thé pour ceux qui le souhaitent, jusqu'au soir 21h. Ah, quand même. À l'apéritif, voilà. Ouais. Et quelquefois, quelques apéros-concerts les vendredis, des fois aussi les jeudis. Donc, il n'y a pas de restauration le soir? C'est un vrai bistrot? Non. Oui, c'est un vrai bistrot qui, des fois, exceptionnellement, juste pour le Beaujolais et le 14 février pour la Saint-Valentin, nous faisons un menu spécial. C'est bientôt la Saint-Valentin. T'as déjà prévu ton menu? Eh bien non, pas encore, mais ça va arriver. de toute façon, oui, ce seront de toute façon 2 plats, 2 entrées, 2 desserts au choix. T'as encore de la place? Voilà. Et j'ai encore de la place. Voilà, non, mais je le précise parce que ça va. Là, on est le 1er février, ça va être le rush, quoi. Tout le monde va se jeter sur les réservations. Donc, autant le préciser, il y a encore de la place au funiculaire. Bistrot, qu'est-ce qu'on mange en particulier? C'est toi qui cuisines ou t'as un chef? Non, j'ai un chef de cuisine qui se nomme Sabouj Mrida, qui est un Gadet, qui est arrivé en France maintenant il y a 6 ans, que j'ai pris sous mon aile et que j'ai fait former par aussi bien des MOF que d'autres cuisiniers. Ah ouais, comme ça, toi. Ils m'ont beaucoup apporté. Oui. Oui, j'avais un ami qui était MOF, qui est MOF, et j'ai payé ses prestations afin de le faire grandir. Pourquoi? Parce qu'il le mérite, parce que c'est un travailleur et je suis vraiment très fier de lui, au même titre que toute mon équipe sur le funiculaire. C'est vraiment une très belle équipe et j'en suis fier. C'est beau, c'est rare et beau, je trouve. C'est d'autant amusant que tu parles des MOF parce que lundi et dimanche, c'était les Bocuse d'Or, donc il y avait quelques MOF. On donnera le palmarès bien plus tard parce que je l'ai pas sous la main. Mais c'est chouette, belle formation parce que moi je vois souvent. Tu es très actif sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, on peut retrouver le menu régulièrement et de temps en temps il y a des petites photos fort sympathiques qui se baladent. Là j'ai vu une poire à la crème de marron. Oui, c'est une poire pochée. En fin de compte, une poire entière aurait été peut-être un petit peu écœurante car on y a mis, c'est une poire conférence pochée, une demi-poire conférence pochée accompagnée d'une mousse, une mousse de châtaigne. Et j'aurais préféré un petit filet de chocolat, voire rien du tout, ou une tombée d'amandes grillées, les filets grillés. Mais je laisse aussi le choix à mon chef de faire. C'est bien. De s'épanouir. Donc après, on en discute après. Mais voilà, on a chacun nos petits goûts, on partage aussi bien en salle qu'en cuisine nos idées et nos goûts. C'est vrai. Moi, je trouvais justement que l'association crème de marron et poire sur le côté farineux de la crème de marron et côté granuleux de la poire, il y avait quelque chose justement qui devait être hyper intéressant en texture. Mais oui, tout à fait. Oui. Sur un petit biscuit, c'est très bien. Voilà. C'est peut-être quelque chose aussi qu'on aime faire. C'est vrai on aime bien faire les plats mijotés. Pourquoi? Parce que c'est important. Ça reste une brasserie, il ne faut pas l'oublier. Essayer de remettre au goût du jour tous les plats qu'on ne fait plus, notamment les têtes de veau. J'essaye de faire des riz d'agneau aussi de temps en temps quand j'arrive à en trouver. Ou alors des riz de jeunes bovins qui sont différents, certes, peut-être un peu plus fermes, peut-être un peu moins goûtus, mais par contre la texture est là et bien cuisinée, ça apporte quand même beaucoup et surtout à moindre coût pour chacun. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça que j'aime faire. J'aurais aimé faire d'autres choses, mais ça reste après un peu compliqué, mais voilà. Mais on aime faire ce genre de plat à la brasserie du funiculaire. Et je rebondis, Franck, sur aussi un de tes incontournables, qui est un plat très bistrot, et en l'occurrence une entrée, mais c'est la terrine du chef.
C'est une de tes recettes ou c'est ton chef qui s'est approprié ce qu'il a appris auparavant? Oui, tout à fait. En fin de compte, l'idée, j'aime bien la cuisine lyonnaise, et puis il y avait différentes terrines dans cette cuisine-là. Et j'ai toujours aimé cette terrine, et qui le fait vraiment très bien. C'est une cuisine, c'est une terrine à base de foie de volaille, d'où le goût. Et j'aime aussi de la mâche. J'aime bien qu'il y ait de la mâche comme mon ami Henri-Alexandre Doté, qui lui aime bien, aime bien ce genre de produit. Et donc, c'est une terrine que l'on ne change pas. Des fois, on fait une variante. On peut faire des terrines de lapin ou des terrines de canard également. On essaie de changer un petit peu de temps en temps, mais on revient toujours à l'essentiel sur cette fameuse terrine que l'on aime tant, marinée un peu à l'armagnac. C'est très bon. Voilà. Et d'autres produits aussi que l'on fait. On aime bien faire tourner les entrées, les plats et les desserts. C'est important. Ouais, effectivement, c'est très bien. Et comme tu le disais, oui, t'as souvent aussi un œuf mayo, un œuf mimosa, voilà, des classiques. Comme je le disais tout à l'heure, on sait ce qu'on va trouver chez toi, et c'est bien aussi, voilà, d'avoir des repères et puis de temps en temps de se laisser tenter par d'autres choses un peu plus nouvelles, quoi. Donc, je pense que tu arrives à bien faire les deux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bah, tout le mérite revient à mon chef quand même. Hein. Moi, je suis des fois l'instigateur, mais c'est quand même lui qui produit, qui présente et qui envoie. Donc, c'est cette belle équipe que j'ai aussi en cuisine qui me permet justement de faire plaisir à tout le monde. Hein. C'est important. C'est super. Et c'est quoi d'ailleurs ce qu'il préfère, lui, tu sais? Je pense qu'il préfère tout parce qu'il aime bien, il aime bien changer les choses. Il aime bien s'épanouir aussi à proposer différents produits. On le fait ensemble des fois. Et comme je fais souvent les courses, eh bien, je ramène des petites choses nouvelles, et je lui dis tiens, regarde, j'ai pris ça, on va essayer ça. Et il se fait toujours un plaisir de faire de cuisiner de nouveaux produits. Ouais. Moi, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que le funiculaire maintenant au Havre. Il y a une autre adresse. T'as repris le Diplodocus? Oui, alors j'ai repris le Diplodocus, qui est un restaurant à viande. Donc j'essaye d'y apporter évidemment avant toute chose de la viande, bien sûr. Notamment, on fait aussi également des terrines. Comme c'est un autre chef, il a une terrine différente qui est assez gourmande également. Saumon gravlax maison, parce que j'essaye de mettre toujours. Je veux que ce soit des produits maison, évidemment. Donc évidemment il y a l'œuf mayonnaise parce que je trouve que c'est un incontournable. J'adore ça, c'est peut-être de ma faute, mais je trouve que c'est un incontournable. Et donc c'est ces petites choses en entrée, et d'autres petites choses aussi également selon les saisons, car on va essayer de faire une carte selon les saisons, une carte qui n'est pas figée. Elle sera plus figée que celle du funiculaire, bien entendu, mais plus figée, mais autrement ça reste un restaurant traditionnel. Traditionnel, avec un petit menu du jour, avec le midi. Et donc des plats, pour ce qui est des plats, ce seront plutôt des entrecôtes, la bavette Angus, l'entrecôte sera française et normande, le pavé de drumsteak également, avec lequel on fait également des tartares de bœuf coupés au couteau. Et d'autres produits que l'on fait à côté, des plats mijotés, et un poisson également, on fait aussi une terrine de poisson, on fait différentes petites choses. Sympa. Et on peut rappeler où ça se situe, le Diplodocus? Oui, bien sûr, le Diplodocus se situe 19 rue Galgani. Voilà, donc. À 300 mètres plus bas que le funiculaire, dans la même rue. Voilà, au moins tu as la possibilité de surveiller l'un comme l'autre, du coup. Oui, tout à fait, puis ça me fait marcher, c'est bien. Hein, et on avait besoin. Parce que j'aime bien manger comme tout le monde. Ouais, enfin, non, pas trop, mais bon, là, c'est comme tout le monde, j'aime bien manger. Enfin, j'aime bien ces petites choses. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Voilà, c'est Franck. Donc, on va rappeler le funiculaire. À quelle adresse, s'il te plaît? 80 rue Maréchal Gallieni. Et en face des Halles Gourmandes. Voilà. Et le Diplodocus qui est juste en bas de la rue. Tout à fait, c'est bien ça. Voilà, c'est super. Merci beaucoup, Franck. On te libère. Merci pour cette interview. Merci, c'est très gentil et très agréable d'échanger avec vous. Merci. Ça nous fait plaisir à nous. Salut, Franck. Salut. C'est plaisir partagé. Salut.
Voilà, Franck Vallée, comme on disait pendant l'interview, tu as eu la chance de manger chez lui. Génial, moi, le mec humble, gentil, enfin, moi, j'adore Franck. Sa fille qui a aussi un bistrot sur Paris. Ouais, le Cyrano. Et c'est aussi Cyrano. Ouais, c'est aussi une super bonne adresse. Hein. Donc la famille Vallée, je vous fais votre pub. Mais non, blague à part, c'est avec grand plaisir. Franchement, à chaque fois que je viens au funiculaire, déjà j'y vais très souvent et voilà, c'est comme je le disais pendant l'interview. On est bien, on sait qu'on va être bien reçu, on sait qu'on va bien manger. C'est un endroit où on sait qu'il n'y aura pas de surprise en soi parce que voilà, on va retrouver une ambiance des choses qu'on connaît tous. Et Franck, il est très agréable et en plus voilà, vous niveau boulot, son avez la chance d'être tout. accueilli par Franck et son équipe. Donc vraiment, si jamais vous ne connaissez pas cette adresse, allez-y les yeux fermés. Justement, tu vas nous parler un petit peu des bistrots parisiens, des tendances, mais tout d'abord, on va se faire une petite pause musicale. On va s'écouter Washing Square du groupe The Correspondents, voilà, sur West Track Radio. You'll have the leap without the fall. Your best friend asks if I am straight or gay. I can understand the question when I dance this way. Straight I said, he said that's okay. Some other little something might be coming your way. A little while later and up you slide. Sipping on your drink and making moves at my side. I've got to impress her with my mating routine. Show her something no New Yorker will have ever seen. So I pull out the peacock knees of surprise. She laughs and tells me that I sprayed sweat in her eyes. I apologize, stand still on the spot. She puts her hand on my back and says, wow, you're hot. You turn me on, you turn me on. You turn me on, you turn me on, you turn me on, you turn me on, you turn me on. You turn me on, you turn me on, you turn me on, you turn me on. It's as clear as the ice melting in my glass. There was no need for questions to be asked. Skip the how'd you do's, what you do's, political views, you've heard the news. The oh my god, it's different here, you have the tip with every beer. It's clear, so little time to waste. Make the move, haste post haste. This is lust at first sight. Let's knock the night till it retreats to light. I'm in New York making out in the back of a cab, and she's giving me her body to taste, touch and grab. I'm fulfilling a cliche, ticking a box. Big apple, yellow cab and an American fox. The city gliding past us block by block. I never ever ever want this cliche to stop. Knowing that skyscrapers rise above, I could have sworn I felt a crazy little surge of love. The love of lust directed at you. Do you feel the same way too? Please tell me that you do. And we can love lust the whole night through. They say it's better to have loved and lust than never loved at all. Just love the lust, you'll have the leap without the fall. They say it's better to have loved and lust than never loved at all. Just love the lust, you'll have the leap without the fall. They say it's better to have loved and lust than never loved at all. Just love the lust, you'll have the leap without the fall. They say it's better to have loved and lust than never loved at all. Just love the lust, you'll have the leap without the fall. Turn me on, you turn me on. You turn me on, you turn me on, you turn me on. You turn me on, you turn me on. You turn me on, you turn me on, you turn me on. Voilà, c'est un petit peu d'électro swing, voilà, c'est la musique un peu vive, moi j'aime bien, c'est un petit peu jazzy. Et ouais, donc je disais juste avant cette pause, les tendances des bistrots parisiens, les grands noms des bistrots, parce que les bistrots, il y en a un paquet à Paris quand même. Il y en a un paquet, il y a beaucoup d'institutions. Alors,
tendance bistrot, c'est quelque chose qui revient souvent dans les médias, alors spécialisés ou non d'ailleurs, mais même au JT, hein, vous allez trouver des reportages sur la tendance des bistrots. Donc est-ce qu'une tendance qui revient tout le temps, c'est une tendance, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a un amour du bistrot. Du troquet, oui. Du troquet, ne serait-ce que le cadre. Après, exactement. Même si l'assiette change, le cadre d'arriver, de voir un grand comptoir avec le zinc, c'est encore mieux. C'est même le format de la table, les petites tables où on est un peu serrés les uns sur les autres. Le bol de cacahuètes, quoi. C'est ça, le bol de cacahuètes, du vin à prix abordable et assez simple, donc au pichet. On n'est pas là forcément pour boire des grandes cuvées, mais voilà, pour passer un bon moment. Je pense qu'effectivement, il y a une notion de groupe, oui, au-delà du plaisir personnel à aller dans ces établissements. Après, sur les tendances en elles-mêmes, je pense qu'il y a une... Et ça se voit notamment à Paris, mais il n'y a pas que Paris dans la vie non plus. C'est vraiment l'ancrage régional et traditionnel du bistrot. Parce que finalement, un bistrot, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a des codes en commun, des plats qu'on va retrouver souvent, des harengs pommes à l'huile, des terrines, etc. Mais c'est aussi un ancrage régional. Finalement, un bistrot à Lyon, c'est un bouchon. Un bistrot, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Par ici, les pubs, ça pousse, et un pub anglais, c'est un peu le bistrot du Nord, quoi. Enfin, ah bah totalement. Tu trouves facilement le Welsh, que ça soit à Lille, au Havre, ou même en Bretagne, tu trouves facilement un Welsh. Totalement. Et d'ailleurs, dans le Nord, un bistrot, c'est un estaminet. Oui, voilà. Donc il y a ça. On pourrait évoquer aussi. L'Est avec les Weinstube, donc c'est du côté de l'Alsace, vous allez retrouver donc plutôt spécialisé dans les vins. Mais voilà, des bistrots, vous en avez finalement, on retrouve toujours la même ambiance, mais avec on va dire des aspérités, des sonorités différentes selon les régions. Et c'est ça qui est important. Donc je pense que le bistrot, entre guillemets, spécialisé dans une région, c'est un peu ça aussi qui fait mouche en ce moment. Tu faisais le tour de France, dans le sud, moi je suis très sud-ouest, voire un petit peu Côte d'Azur, mais c'est les cafés. C'est pas le nom de bistrot, c'est le café. Le café, c'est le matin, ça parle du match du rugby interrégional la veille. Ça, c'est les engueulades du matin. Le midi, quand t'es côté est, c'est le pambagna. Côté sud-ouest, c'est un confit avec 2-3 patates. Enfin voilà, c'est ça déjà. Ouais, ils ont la fourchette dure aussi. Mais c'est vraiment régional, mais il y en a partout. On en trouve vraiment. Il y en a partout. Et je pense, tu vois, t'as bien fait de parler de ça, de ces tendances. En Auvergne, c'est pareil, quoi. Bien sûr, c'était les pionniers qui sont arrivés à Paris, bien sûr. Oui, parlons des Auvergnats. Non, mais voilà, c'est des gens qui fuyaient la misère, les Auvergnats, et qui sont retrouvés à Paris. Ils ont attaqué tous les petits boulots que personne voulait trop. Chiffonniers, ils ramassaient les vieux livres pour les papeteries, ils chinaient. Et après, ils sont quand même vite spécialisés en plus du charbon. Alors, je parle de ça, c'est qu'ils avaient accès aux caves. Et là, ils se sont dit, le plus intéressant, c'est peut-être le vin. Et ils ont été connus, les bougnats, ça qu'on appelait. Ouais, c'est ça. Les bougnats, c'était les marchands de vin. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'Auvergnats sur Paris, parce que c'est eux qui permettaient d'ouvrir un troquet, parce que c'est eux qui vendaient le vin. Donc, si on voulait ouvrir un café, il fallait passer par un Auvergnat pour pouvoir... il y a Papa du Sud-Ouest, ou je sais plus quoi. Chez Papa, ouais. Qui a toujours son tablier d'Auvergnat et son béret, là. Il se fait passer pour un Gascon, mais il a rien de Gascon, le bonhomme. Mais voilà, c'est cette ambiance-là, ouais. Les Auvergnats, c'est le sacro-saint et comme on disait, une cuisine simple. C'est quoi Cuisine simple ou la charcutaille. Et puis j'allais dire cuisine riche, cuisine réconfortante. La ligo. Oui, voilà, la ligo, la truffade. Après on peut aller plus loin, les farçous, ce genre de choses. Alors il y a un peu plus d'herbes et de légumes, mais ça reste des choses assez imposantes. Ouais, les tripes, les pieds paquets. Voilà, les pieds paquets. Choses bien. Les abats, les têtes de veau, ça qu'on retrouve dans tous les bistrots, mais ouais. Donc une tendance qui se perpétue, et même, je veux dire, dans les choses plus modernes, on voit où la déco, souvent, on conçoit son restaurant plus comme un bistrot sur les nouveaux établissements, et après on amène
je veux dire, le décor de la table, mais c'est plus centré sur vraiment ce comptoir. Il n'y a pas un comptoir de réception, c'est le comptoir du bar. Effectivement, je pense que c'est ça aussi la tendance finalement bistrot. Donc dans les grandes villes, c'est de d'abord penser son établissement comme, alors j'allais dire, un décor de cinéma, c'est peut-être trop fort, mais voilà, en tout cas de mettre en avant cette ambiance, ce décor, le zinc, le tabouret. Le petit ballon de rouge, la nappe à carreaux, je vais citer, mais c'est du copier-coller. Je peux même citer d'autres enseignes, mais tu as les 3 brasseurs au bureau, ou ainsi de suite, qui se disent pub ou brasserie, mais en fait, la disposition, elle est vraiment type troquet, bistrot. Parce que la première chose qu'on découvre en arrivant dans l'établissement, c'est le comptoir. Généralement, on longe le comptoir pour arriver à sa table. Et en fait, c'est vraiment l'ambiance troquet, bistrot. C'est ça une tendance bistrot. C'est la disposition, l'accueil au niveau de l'accueil. Dans les brasseries, non, généralement, tu as vraiment un petit comptoir de réception. Tu rentres, tu traverses la salle directement et tu n'as pas accès forcément au comptoir. On trouve... Il y a de ça, et je pense aussi la différence avec la brasserie, c'est que la brasserie, c'est aussi le volume. Généralement, les brasseries, on arrive dans des très grandes salles où effectivement, on arrive directement pour nous accueillir et pour nous guider à notre table, pardon. Alors que le bistrot, on débarque, on connaît, salut Titi, ça va, voilà, c'est un côté un peu plus, on connaît, c'est la famille. Même si ce sont des ambiances qui se rapprochent, parce que l'ambiance de brasserie est sympathique également, mais c'est un peu autre chose. Elles se nourrissent l'un de l'autre, je pense. Ah oui, on retrouve maintenant des plats de brasserie directement dans les bistrots et inversement. L'œuf dur maillot, si on le trouve pas sur une table de brasserie, je suis fort étonné. Bon, revenir, je crois que ça va être vraiment le fil conducteur de l'émission, l'œuf maillot. Mais voilà, normalement, c'est pas un plat de brasserie, quoi. On retrouve l'œuf maillot au milieu d'une salade ou autre chose, sur une salade composée, mais pas à son état aussi simple. Ouais, des recettes, toi, t'en as quelques-unes On va pas faire l'œuf maillot, promis. On va en faire d'autres. Ouais, il y en a d'autres, évidemment. Moi, j'aime bien le week-end proposer du hareng pomme à l'huile. Alors, tu le fais. Je le fais parce que, chez Lily, forcément, nous, on a un peu ce côté mer, qui est d'ailleurs pas souvent très présent dans les bistrots, ou alors... peut-être un peu de coquillage, mais en tout cas pas le grand plateau de fruits de mer qu'on peut justement pour avoir en brasserie. Une assiette de bulot, une assiette de pour bulot, l'apéro, exactement. comme ça. Mais c'est vrai que côté mer, le bistrot, on est un peu plus viandard. Mais chez Lily, nous justement c'est le côté mer. Alors le hareng pomme à l'huile, très simple. Prendre des beaux filets de hareng, alors plutôt fumés, doux ou fumé, ça c'est un peu selon le goût, mais moi plutôt fumé en tout cas. À côté, on s'est cuit soit des pommes de terre vapeur, soit des grenailles. En tout cas, de la petite pomme de terre. La grenaille, c'est bien parce qu'on n'a même pas besoin de l'éplucher. Coupé en deux. Donc, dans votre assiette, vous prenez un filet. Alors, soit vous pouvez le laisser entier, soit vous pouvez faire 5-6 morceaux. Pommes de terre, de l'huile. Alors, l'huile d'olive, moi, en l'occurrence. Assez généreux. L'idée, c'est quand même que le hareng soit un petit peu baigné. Tu baignes dedans. Voilà, soit baigné dedans. Moi, j'aime bien ajouter des pickles, un peu d'acidité dessus. Donc, souvent de l'oignon rouge. Mais ça peut être autre chose, et quelques herbes. Moi j'aime bien mélanger avec un peu ciboulette, aneth et cerfeuil. Ouais. Et basta. Et ça vous fait, ça fait une jolie petite entrée. C'est pas une vinaigrette. C'est pas une vinaigrette, et on peut ajouter quand même aussi dans la version classique quelques rondelles de carottes. Oui, voilà. C'est pour le croquant. Pour le croquant, et que moi je fais également en pickles. En tout cas chez Lily, moi c'est comme ça que je le présente. Alors moi, il y a dans les classiques comme ça, mer, que j'aime bien dans les bistrots, c'est, pareil, c'est tout con, le maquereau au vin blanc. Superbe. Un petit maquereau, donc là, pareil, quand ça arrive du port, c'est d'autant plus génial. Je les dispose juste salé, poivré, cru. Alors généralement, je mets que les filets. Après, il y a ceux qui vont dire non, c'est entier, il faut laisser la tête et tout. Non, moi, je mets que les filets, surtout pour des facilités de service après. Je les empile, mes filets en alternant avec de l'oignon carotte cru, tout ça c'est cru. Et ensuite je fais un vinaigre, une marinade chaude à base de vinaigre, de vin blanc, de vinaigre de cidre, vin blanc, coriandre en grains, ça c'est important.
Sarriette, ça j'adore la sarriette. Voilà, moi je trouve que ça pepse bien justement là-dessus pour éviter toujours ces herbes de Provence ou coriandre. Là je reste vraiment hyper classique. Sarriette, un petit peu de sucre, ça c'est pour casser un peu l'acidité. Et en fait ma marinade je la verse chaude sur mes filets de maquereau. Donc tu fais une escabèche. Ouais, finalement. Un peu ça, ouais. Je suis plutôt sur une base escabèche. Je ferme, je laisse refroidir jusqu'à ce que ça arrive à température ambiante. Et après, je mets au frais. Et sérieusement, voilà, ça cuit un peu, ça marine. Parce que mariner, c'est plaisant. Alors là, je triche, quand je fais que mariner, c'est sous vide. Mais la marinade chaude, façon escabèche, ouais. Moi, j'aime bien cuisiner comme ça aussi. Ouais. Parce que on a un peu de cuisson et on apporte du moelleux sur le filet de poisson. Et voilà, quand il en reste quelques-uns, une petite rillette de maquereau improvisée. Petite rillette, les petits houmous. Alors bizarrement, moi qui n'étais pas fan de houmous, proprement parlé. Ouais. Moi, je trouve que c'est le truc qui est rigolo, justement, dans les bistrots, le petit houmous à tartiner, et on n'est pas obligé de faire pois chiche, hein, ça peut être de betterave, de courgettes, qu'est-ce que j'ai goûté. On peut effectivement varier, après moi je trouve que la version classique est quand même la meilleure, mais bon ça c'est à titre personnel. Ah bah oui. Mais oui bien sûr, hein, faut des bons pois chiches en tout cas. Hein. Des bons pois chiches, ouais. Mais surtout il faut que la texture, il faut qu'il soit, alors j'allais dire... pas liquide, mais enfin il faut quand même, faut pas que ce soit un bloc de béton, quoi. Hein. Il faut quand même que ce soit un peu onctueux, un peu souple. Mais ça peut être effectivement très très bon. Puis en plus, ça permet aussi aux végétariens de pas se poser de questions et de profiter pleinement. Parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on a évoqué un peu en creux, mais c'est très. On disait bistrot, cuisine simple, une vulgaire carotte râpée. Enfin vulgaire, bah non, elle a rien de vulgaire. Ça peut être très très bon une carotte râpée. Quand c'est de saison, une petite carotte printanière. Ouais. Moi, je monte la vinaigrette au jus d'orange. Je sais pas si... Enfin, voilà, je trouve que c'est jus d'orange curry. J'aime beaucoup ça. Jus d'orange curry sur ma vinaigrette. Et, tu mets les zestes aussi ? Non, je mets pas les zestes. Je les garde pour autre chose. Les zestes. Mais ouais, parce qu'on joue sur le côté sucré enfantin, ouais. Sur le côté jus d'orange carotte. Souvent, pour les gamins qui aiment pas ça, les crudités... Et ça, pareil, la céleri rémoulade. Ouais, céleri rémoulade. Alors, moi, j'adore ça. On retrouve de la mayo, donc on est content. Voilà. Mais céleri rémoulade, ça peut être vraiment très très bon. Ah ouais, Et du coup, j'aime bien la variante de colso. Ouais. Chou carotte, là, je trouve que c'est pas mal. Voilà, faut le sortir de la cuisine junk food. Bien sûr. De ces sandwichs. Et faut l'amener vraiment comme une garniture. Voilà, une petite pièce de bœuf colso, ouais, ça matche bien, je trouve. Bien. Mieux que cette vulgaire feuille de laitue et quartier de tomate qu'on retrouve sur chaque coin d'assiette. Ça existe encore, ça, hein. J'étais dingue. Hein. Ah bah ça existe, ah oui, bien sûr. C'est dans, j'allais dire, une grande majorité de restaurants, malheureusement. Il faudrait abandonner ça. Non, c'est honteux. Voilà, faites carrément une vraie salade, un petit truc. Vaut mieux faire une petite salade de tomates posée sur le coin de l'assiette, c'est plus joli. C'est plus agréable. Et puis de la faire de juillet à septembre, mais pas... Voilà. Pas avant ni après. Il y a plein d'autres légumes. Hein. Et les légumes, faut pas les négliger. Crudité, et je voulais rebondir peut-être là-dessus, c'est la betterave. Alors, la betterave cuite, non. Mais crue, pardon. Non, je recommence. La betterave cuite, non. Et la betterave crue, j'ai redécouvert la betterave... Nos champs, là, ça pousse à côté. Ça pousse à côté. Alors, je te rejoins, effectivement. Moi, je la préfère crue, même si je suis pas un grand fan de betterave à titre personnel, mais bon... c'est mon problème, mais ça peut faire une très très belle petite entrée de bistrot, bien sûr. Ouais, parce que petit croquant. J'aime bien ce côté croquant sur ce genre de légumes. Enfin, quelle que soit la saison, voilà, les bistrots, c'est une ambiance. On ressort les jeux de cartes. Je sais pas, ça joue chez les ouais, nous on a un plateau avec des dés, on a des jeux de cartes à disposition, bien sûr. 4-21 à l'ancienne. Ouais, 4-21, bien sûr. Ça se fait beaucoup au Bon Retour, d'ailleurs. Je cite une autre adresse à Vraise, mais je sais que le 4-21 là-bas est une belle
Des adresses havraises. Est un beau classique. Il y a même je crois qu'il y a même un plateau sponsorisé par une célèbre marque de pastis que je ne citerai pas, mais, voilà. mais qui a des chiffres à Tour de France, compagnie. Voilà. Faut pas les citer. Et alors juste avant de parler aussi des autres bistrots du Havre, un hommage quand même à Henri qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais peut-être un des rares plats avec des légumes qu'il aime bien, c'est le poireau vinaigrette. Donc on en a pas avait parlé. dit qu'on en parlait. Il voulait absolument faire le poireau vinaigrette. Vas-y, je te laisse faire. Donc alors j'en fais pas spécialement souvent, mais c'est vrai que c'est une entrée qui fait souvent assez plaisir. Alors personnellement, moi les poireaux, je les cuis à l'eau, on peut les faire vapeur. Hein. Mais je les cuis à petit bouillon pendant 7-8 minutes à peu près. Bon, évidemment, ça dépend de la taille du poireau, hein, mais on va dire pour un poireau moyen. Qu'ensuite, évidemment, je réserve. Entre-temps, je fais une petite vinaigrette. Moi, j'aime bien la moutarde à l'ancienne. Ouais, joli. Vinaigrette. Même moutarde de Meaux, non? Ouais, ou on peut. Un truc qu'on voit un peu. On peut aussi aller jusque-là, ouais. Alors, moi, j'aime bien mettre un œuf dur dessus, que je hache un peu façon mimosa. Donc je cuis l'œuf dur, je sépare le blanc du jaune et ensuite je hache mon blanc et mon jaune séparément, que je remets en pluie sur le poireau vinaigrette et des beaux petits croûtons. Et donc après vous faites votre petite assiette, vous mettez 4... faut être généreux, faut en mettre du poireau quand même. Sur la vinaigrette également de la générosité, on y va. L'œuf en pluie par-dessus. Les croûtons, si vous avez de la ciboulette ciselée qui traîne, c'est encore mieux. Et puis ça y est, hein. Ouais, c'est bien. Ouais, mais j'aime beaucoup cette variante. Alors moi, poireau vinaigrette, c'était parce qu'on était en panne d'une entrée. Voilà, on avait tout vendu sur mon ardoise. J'ai 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, et là il manquait une entrée. C'était fallait trouver quelque chose pour le soir, quoi. Et rapidement, pas le temps d'aller faire des achats. Ah, il y a des poireaux. Allez, vas-y, on y va. Et par contre, je les ai taillés différemment. Je les ai taillés sur la longueur, comme des tagliatelles. Ah, d'accord. Donc, ça, c'était pour accélérer la cuisson, en fait. Donc, c'était pour tricher, mais c'est bien si ça fonctionne. C'est ça la cuisine aussi. Du coup, c'est devenu mon standard. Je dis, poireau vinaigrette, je le fais comme ça maintenant. Donc, on les a cuits comme des tagliatelles, une chauffante, au salé. On cuit ça, on refroidit, on les glace dans une glaçante pour bien les refroidir, bien égoutter. Et du coup, en fichu, vraiment, petite vinaigrette. Alors, je replace moutarde, vinaigre de cidre et de la crème liquide. D'accord. Donc, justement, il y a une petite émulsion qui se fait, ça mousse un peu. C'était pas mal, donc bien moutardé surtout. Et là-dessus, c'était fruits secs, je crois que c'était des noisettes qu'on avait posées tout simplement, et une petite tartine de chèvre chaud. Ah ouais, c'était pas mal. Oui, là c'est le poireau vinaigrette qui est déjà qui est bien accompagné. C'est bien. C'était je dis une toute petite tartine, quoi, 2 rondelles de chèvre, juste. C'est pour donner cette illusion de pâte, mais vraiment la base c'était vraiment le poireau. Côté crémeux, c'était pas mal. C'était un peu le poireau, c'est des fois un peu aillé, ce côté oignon. Oignon, et c'était pas mal. La crème, ça adoucissait. La moutarde, ça relevait le tout. Ouais, c'était assez rigolo. Et le chèvre, c'était pour le fun. Ouais. En même temps, chèvre poireau, on sait que ça fonctionne. Oui, voilà, ça match. C'est, comme on dit en dive, il y a certains... Voilà. Un légume avec son fromage. Donc Henri, si tu nous écoutes, hein, on aura parlé. On a fait honneur, on a parlé du poireau vinaigrette. Alors, je sais pas. Ah oui, les établissements, des adresses. Donc tu disais, toi, où est-ce que tu trouves? Au Havre, alors... J'en ai une, en tout cas. Ouais, moi aussi j'en ai une, dans laquelle je me suis rendu il n'y a pas si longtemps, notamment avec un certain animateur qui est actuellement absent. C'est l'Entrecôte. Ah. En face des anciens abattoirs, donc dans le quartier de l'Eure, où c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Michel. L'idée, c'est de manger le matin, de faire ce qu'on appelle dans le Lyonnais un mâchon. Voilà. Un mâchon avec, et voilà, encore une fois, des grands classiques, de la terrine, des œufs, le poireau vinaigretillé, bien sûr, pas mal d'abats. On retrouve beaucoup de cuisine, de têtes de veau, de tripes. D'ailleurs, les tripes sont excellentes à l'Entrecôte. Je vous les conseille avec des frites. Donc, encore une fois, on n'est pas dans la grande diététique et dans le léger, mais voilà, c'est une ambiance de travailleurs, de convivialité, et dès le matin. Et à l'Entrecôte, c'est une des caractéristiques de cet établissement, c'est qu'on peut
s'attabler tôt avec alors, on va expliquer de l'alcool pourquoi, ou non. Mais... On va expliquer pourquoi, parce qu'il y a beaucoup quand même de gens qui travaillent sur le port, qui se lèvent, qui travaillent de nuit et qui, avant de rentrer à la maison, vont grignoter un bout et rentrer chez eux pour aller se coucher, ou même qui attaquent le boulot très tôt, mais du coup... Il y a un petit creux, quoi. C'est ça, ils ont besoin d'énergie. Et ouais, c'est leur temps du déjeuner ou du dîner, oui, selon. Ouais, selon au petit déjeuner. Petit déjeuner. C'est pour ça que t'envoies certains au café au lait et à côté t'as le gars qui se mange des tripes. Tu fais ouais, je suis où là? Non mais j'avoue que c'est une ambiance particulière. Nous c'était l'ambiance sortie de boîte de nuit en fait. On allait manger là, manger là en sortant de boîte de nuit quand on était jeune. Et ouais, l'entrecôte, très très belle adresse. Moi j'ai au Caïd. Au Caïd, c'est place Oscar Noumeyer, ça. Voilà. Alors je vais le citer, c'est Frédéric Amédro, qui c'était un grossiste, c'était un ancien patron de Promocash. Et en fait, c'est la passion de la restauration qui l'a poussé à acheter un établissement. On l'a tous traité de fou au début, on lui dit fais pas ce métier-là, c'est un truc de barjo et tout. Et en fait, non, il est accro au truc, il organise plein de concerts. Ça, c'est le côté chouette. On peut y manger le midi. Il y a toujours une belle carte, renouvelée toutes les semaines aussi. Et on est dans un vrai bistrot de 1954 quand même. Hein. C'est ce que j'allais te dire. C'est un des plus vieux, il me semble. C'est un des plus vieux du Havre, de 1954. Donc, déco, vraiment art déco. Ouais, notamment ce faux plafond là, au-dessus du comptoir qui fait son effet. Très sympa. Et quand je dis c'est un vrai bistrot, vous rentrez... c'est les jeux, le tabac, après le comptoir qui longe, les tables sur le côté, la terrasse en été, les petits concerts. Voilà, c'est ouvert tôt le matin, c'est toute la matinée, on peut y manger le midi, et ça continue l'après-midi, et des fois des apéros-concerts aussi, quoi. Voilà, le Caïd, un endroit que j'aime beaucoup. Et ouais, des bistrots, l'Otari, un petit peu plus loin, dans la rue piétonne, très jeune. Ouais, qui est déjà un gros bar, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est un gros bar. Ouais. Et mais c'est pareil, même horaire, ouvert le matin. On peut prendre son petit café, voir les commerçants ouvrir leurs enseignes autour, les magasins de fringues, etc. Et après, petite restauration le midi. Et ça continue l'après-midi. Et grosse soirée, gros stuff. Parce qu'il y a les jeunes, le soir. S'il y a du rugby, c'est même foutu. C'est ça, oui, quand il y a, pour aller voir un match de rugby ou du foot parfois aussi, mais ouais, très rugby là-bas. Voilà. Donc, ouais, les troquets, ça existe encore. Et les bistrots, les troquets, belle ambiance. Je sais pas, d'autres... C'est ce qu'on aime, hein. Ah oui, moi, c'est ce que j'adore. C'est cet endroit-là où on se partage, où on ramène même des fois des trucs à goûter avec le patron. Oui, c'est ça, cette notion de partage. C'est génial, ça, ouais, quand un client ramène un truc qu'il a cuisiné, parce que ça fait plaisir de partager, bien sûr. C'est... c'était chouette. Merci Maxime. Avec grand plaisir. J'ai essayé de remplacer l'illustre Henri-Alexandre Loté. J'espère que je suis parvenu. Tu l'as fait au pied levé, il n'y a pas de souci. Et merci Lucie à la technique. Voilà, c'était Gastronomiquement Vôtre sur Westrack Radio. Retrouvez le podcast sur toutes les plateformes ainsi que la radio. Deezer, Spotify, Apple, tout ce que vous voulez bien sur toutes les box, SFR, Bouygues, Free, Orange, pour pas les citer. Voilà, on est présent partout. Écoutez, faites-vous plaisir, amusez-vous bien. Et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr.